Dans la première partie de cette série, nous avons examiné le sens de l'ouïe. Dans cette partie, nous souhaitons décrire le sens de l'équilibre de manière simple. Il est fortement recommandé de regarder d'abord la première partie, qui explique la structure générale de notre oreille. Notre sens de l'équilibre fait partie de l'oreille interne, qui est située dans la partie pétreuse de l'os temporal. Dans la première partie de la série, nous avons découvert la cochlée. La cochlée nous permet d'entendre. Pour le sens de l'équilibre, l'homme dispose du système vestibulaire qui se compose de 3 canaux semi-circulaires et du vestibule. Le système vestibulaire comprend 3 canaux semi-circulaires, chacun doté d'une ampoule. 2 petits sacs sont également présents dans notre système vestibulaire. Le système représenté ici est rempli d'un liquide et se compose du conduit cochléaire, des 2 petits sacs, du sac endolymphatique et des canaux semi-circulaires avec les ampoules. Examinons d'abord de plus près l'utricule et le sacule. Le sacule et l'utricule possèdent tous deux une macule. La macule est positionnée verticalement dans le sacule et horizontalement dans l'utricule. La macule est constituée d'une substance gélatineuse dans laquelle sont enchâssées de petites pierres, appelées statolites. Le mouvement relatif de ces petites pierres est transmis aux stéréocyles des cellules ciliées, situées sous les statolites. Chaque cellule ciliée possède environ 70 stéréocyles et un kinocyle supplémentaire. Comme nous l'avons déjà vu dans l'animation sur le sens de l'ouïe, les stéréocyles sont dotés de petits liens. Lorsque les stéréocyles sont poussés vers la droite, ces petits liens se détendent et ferment les canaux ioniques. Lorsque les stéréocyles sont poussés vers la gauche, les liens s'étirent et ouvrent les canaux. L'afflux d'ion potassium provenant du liquide environnant déclenche une réaction dans la cellule ciliée, qui génère des signaux électriques transmis au cerveau. De plus amples informations sur le fonctionnement des liens et des canaux ioniques sont disponibles dans la première partie de cette série. Nous pouvons également voir clairement que toutes les cellules ciliées ne sont pas orientées dans la même direction, mais que certaines cellules ciliées sont tournées de 180 degrés. La zone dans laquelle les cellules ciliées changent de direction est appelée striole. L'utricule et le sacule possèdent tous deux une striole. Elle traverse le centre de chaque macule et divise les cellules ciliées en 2 groupes orientés de manière opposée. Les petites flèches représentent l'orientation des quelques 30 000 cellules ciliées de l'utricule. Nous pouvons bien voir ici que la striole a une forme arquée et qu'il y a donc des cellules ciliées pour chaque direction possible. Lorsque l'utricule se déplace, seules les cellules ciliées alignées dans le sens du mouvement sont inclinées. Le cerveau reçoit des impulsions de différentes intensités de ces cellules ciliées et les utilise pour calculer l'accélération ou la position de la tête. Lorsque les stéréocyles sont inclinés dans la direction du kinocilium, les cellules ciliées envoient des impulsions à haute fréquence au cerveau. En revanche, si les stéréocyles sont inclinés dans l'autre sens, ils produisent des signaux à basse fréquence. Examinons maintenant de plus près comment et pourquoi les stéréocyles s'inclinent. Les stéréocyles, qui, comme les pierres, sont enfoncés dans la substance gélatineuse, s'inclinent parce que les petites pierres sont déplacées ou restent en place. Pour nous aider, nous pouvons regarder une gelée sur une assiette. Au milieu se trouve une tige flexible qui est censée représenter un stéréocyle. Si l'on accélère l'assiette vers la gauche, on constate que l'inertie de la gelée entraîne la flexion de la tige flexible. Ici encore au ralenti. Dès que l'on fait tourner l'assiette, la gravité fait que la gelée fait plier la tige vers le bas. Cela fonctionne encore mieux avec l'aide de statolites, qui dans ce cas sont des lentilles en chocolat. Nous pouvons observer exactement le même effet lorsque notre tête accélère vers l'avant. L'inertie des statolites entraîne une accélération immédiate des cellules ciliées, mais une accélération plus tardive des statolites. Il en résulte une déviation des stéréocyles.
La position de la tête peut également être déterminée par l'utricule et le sacule. La gravité terrestre tire les statolites vers le bas et dévie ainsi les stéréociles des cellules ciliées. Les canaux semi-circulaires, que nous examinerons plus en détail dans un instant, sont nécessaires pour détecter l'accélération de la rotation. Mais tout d'abord, examinons de près la position exacte de chaque macule. Comme nous l'avons déjà mentionné, la macule de l'utricule est positionnée horizontalement et celle du sacule verticalement. Si nous agrandissons chaque macule, leur position et leur emplacement dans la tête sont très faciles à reconnaître. Avec l'aide de l'oreille interne gauche et droite, il nous est donc possible de déterminer les accélérations linéaires dans l'espace tridimensionnel, en avant et en arrière, à droite et à gauche, ainsi que vers le haut et vers le bas. Nous pouvons également reconnaître la position de la tête et donc du corps, car les cellules ciliées ne s'adaptent pas. C'est ainsi que l'on peut savoir si l'on est debout ou couché sur le dos. Les cellules ciliées de l'utricule sont orientées dans le sens de la striole. En revanche, les cellules ciliées du sacule sont orientées à l'opposé de la striole. Cela permet de calculer avec précision la position de la tête et l'accélération linéaire. Cependant, utricule et sacule ne peuvent guère percevoir les mouvements de rotation de la tête. Les trois canaux semi-circulaires, qui possèdent des ampoules, sont nécessaires pour les accélérations rotatoires. Comme nous le savons déjà, le système de canaux représenté ici contient un liquide appelé endolymphe. Les ampoules contiennent également des cellules ciliées, situées sur la crête ampulaire. Comme les cellules ciliées de l'utricule et du sacule, ces cellules ciliées sont intégrées dans une membrane gélatineuse. Cette membrane est appelée cupule et, contrairement aux membranes de l'utricule et du sacule, elle ne contient pas de statolite. Pour mieux comprendre le fonctionnement de l'ampoule, regardons-la de côté. La cupule est une substance très molle qui se déforme sous l'effet d'une légère surpression ou dépression. Les stéréociles des cellules ciliées sont alors déviés vers la gauche ou la droite. Comme pour les cellules ciliées de l'utricule et du sacule, la déviation des stéréociles entraîne la génération de potentiels d'action qui atteignent le cerveau par les voies nerveuses. Pour pouvoir analyser en détail le fonctionnement des canaux semi-circulaires, il faut agrandir le labyrinthe dont la taille est généralement inférieure à 3 cm. Les trois canaux se situent dans trois plans différents, à peu près perpendiculaires les uns aux autres. Si l'on projette les canaux semi-circulaires sur des parois virtuelles, on reconnaît plus facilement les plans qu'ils recouvrent. L'ampoule du canal horizontal couvre les mouvements de rotation de la tête dans le plan horizontal. Lorsque la tête tourne sur le côté, l'inertie du fluide dans le canal semi-circulaire exerce une pression sur la cupule, ce qui la fait se bomber et dévier ainsi les stéréociles. Par analogie, imaginons un anneau de verre creux contenant de l'eau et un caoutchouc souple. Lorsque l'anneau tourne, le caoutchouc est déformé par la masse inerte de l'eau. Ici, nous pouvons à nouveau voir les différentes accélérations de l'anneau en rouge et de l'eau en bleu. Le canal horizontal est incliné vers le haut d'environ 30 degrés, afin qu'il soit horizontal lorsque la tête est dans une position naturelle. Le canal semi-circulaire antérieur, représenté ici en orange, est important pour détecter les mouvements de la tête vers l'avant et vers l'arrière, comme les hochements de tête. Pour percevoir correctement une inclinaison de la tête vers l'épaule, nous avons besoin du canal semi-circulaire postérieur,
représentées ici en bleu. Les cellules ciliées de la cochlée et les cellules ciliées du système vestibulaire envoient des potentiels d'action au cerveau par l'intermédiaire du 8e nerf crânien, également appelé nerf vestibulo-cochléaire. L'utricule, le sacule et chacune des 3 ampoules possèdent leur propre voie nerveuse, dont les corps cellulaires sont appelés ganglions. Le nerf vestibulaire forme ensuite le nerf vestibulo-cochléaire avec le nerf cochléaire. Comme nous l'avons déjà mentionné, les potentiels d'action produits par les cellules ciliées sont envoyés à notre cerveau via le nerf vestibulo-cochléaire. Les signaux électriques atteignent d'abord certaines cellules nerveuses situées dans le bulbe rachidien. Les scientifiques désignent l'ensemble de ces cellules nerveuses sous le nom de noyaux. Les signaux provenant du système vestibulaire sont traités par les noyaux vestibulaires et les signaux provenant de la cochlée par les noyaux cochléaires. Les noyaux vestibulaires traitent les signaux électriques provenant des 3 canaux semi-circulaires ainsi que de l'utricule et du sacule. En outre, les signaux provenant de nombreuses autres sources, telles que le cervelet, sont inclus dans le traitement. Enfin, de nombreuses régions du cerveau reçoivent les signaux traités afin que nous puissions maintenir efficacement notre équilibre. Cependant, le système vestibulaire et ses canaux semi-circulaires ne sont pas seulement nécessaires à notre équilibre. Nos yeux se déplacent également à l'aide des canaux et des sacs vestibulaires. Les canaux semi-circulaires sont reliés aux muscles de nos yeux par l'intermédiaire des noyaux vestibulaires et d'autres régions du cerveau. Lorsque la tête bouge, les stéréocils sont déviés des 2 côtés, ce qui entraîne l'envoi d'impulsions fortes d'un côté et d'impulsions faibles de l'autre. Les muscles se contractent d'un côté et se relâchent de l'autre. De cette manière, les yeux restent fixés sur un point, même en cas de mouvement plus ou moins important de la tête. Ce réflexe qui maintient la stabilité de l'image visuelle sur la rétine lors des mouvements de la tête est appelé réflexe vestibulo-oculaire. Vous trouverez de plus amples informations dans les animations sur l'œil, le cerveau et l'oreille, ainsi que sur les sites web.